Nous sommes à Muntinlupa, le plus grand pénitencier des Philippines. Derrière ses portes, 10 000 condamnés les plus lourdes peines du pays. Beaucoup ne sortiront jamais d'ici, beaucoup ont été condamnés à perpétuité. Il y a 1000 de ces 10 000 prisonniers qui normalement ne devraient pas rester longtemps à Muntinlupa. Les 1000 condamnés à mort. On ne nous a pas laissé filmer dans le quartier des condamnés à mort. Au milieu de ce millier de condamnés à mort, il y a 8 adolescents, 8 prisonniers, qui étaient mineurs au moment où les juges ont décidé de cette peine. De l'autre côté des murs et des barbelés, il y a une vie à peu près normale. Des gens qui vivent du pénitencier, les familles des gardiens, des visiteurs, des commerçants. Ce bâtiment n'est pas un commerce, c'est la chambre des exécutions, là où les condamnés sont tués par piqûre. À l'intérieur du pénitencier, il y a un beau bureau qui est celui du directeur, un homme qui cumule les fonctions. Il est en même temps directeur de l'administration pénitentiaire pour tout le pays. Dans les couloirs de la mort, nous n'avons pas de prisonniers de moins de 18 ans. Faux, disent les organisations humanitaires occidentales qui dénoncent ce qui se passe derrière les barbelés des prisons. Ces organisations payent un avocat philippin, Maître Malunga, pour qu'il enquête. La peine de mort n'est pas applicable aux mineurs aux Philippines. Le problème, c'est que les juges ne connaissent pas l'âge des condamnés à cause de l'absence de certificat de naissance. Et si la Cour présume qu'un mineur a l'âge légal, on le condamne à mort. La justice ne connaît pas l'âge de ceux qu'elle doit juger et elle ne tente aucune recherche pour savoir. Pourtant, avec des moyens ridicules par rapport à ceux de l'État, une organisation de jésuites a établi l'âge précis des plus jeunes condamnés à mort. Alfredo avait 14 ans et 1 mois au moment des faits pour lesquels on veut l'exécuter. Ronald avait 16 ans, Anthony 15 ans et 10 mois. Ces gamins et les autres condamnés à mort sont encore vivants, parce qu'il y a 2 ans, l'Église catholique avait obtenu la suspension des exécutions. Elles vont reprendre dans les semaines à venir. Les mineurs sont tous devenus majeurs. De toute façon, d'après le directeur de l'administration pénitentiaire, aux Philippines, il n'y a aucun enfant en prison. Il y a 3 mois, le ministre de la Justice a ordonné le transfert des mineurs qui étaient en prison vers des centres de réhabilitation des affaires sociales. À Caloocan, dans la banlieue nord de Manille, on n'appelle pas ça un centre de réhabilitation des affaires sociales, mais une prison. Et tout le monde sait qu'à l'intérieur des murs, c'est très dur. Il y a peut-être quelques erreurs judiciaires parmi ces détenus, mais ce ne sont pas des enfants de cœur. À la fin du comptage, ils sont plus de 1000 dans cet espace qui fait moins d'1 hectare. Des hommes durs, très durs. Pas tous. Erwin et Alan auraient 10 ans. De toute façon, la loi philippine permet aux juges d'envoyer en prison dès l'âge de 9 ans. Ces petits se retrouvent avec des prisonniers qui sont pour un tiers des assassins, pour un autre tiers des violeurs ou des délinquants sexuels, le dernier tiers étant constitué de voleurs ou d'auteurs de toutes les sortes de larcins imaginables. À l'intérieur des murs, ce sont 3 gangs qui font la loi. Et les gardiens, même s'ils sont armés, ne gardent pas grand-chose. De la violence. C'est naturel dans une prison. C'est normal qu'ils s'en produisent tous les jours. Il y a des bagarres, des problèmes, mais ici, il n'y a pas de discrimination. Quoi qu'ait fait la personne avant de venir, ici, on l'accepte. Cela vous paraît normal que ces enfants soient avec vous dans la prison? Non. Non, c'est pas normal que des enfants comme ça, aussi jeunes. Ils ont 10 ans, ils devraient être à la maison. Si vous pouvez leur donner la liberté, faites-le. Aidez-les à partir. Erwin et Alan n'ont pas encore été jugés. Ils sont en détention préventive à Caloocan, comme la plupart de leurs voisins de cellule. Une grande cellule, elle fait 30 mètres carrés. Elle est réservée aux mineurs. Seulement, ils sont un peu nombreux pour 30 mètres carrés. Ils sont 82.
Erwin et Alan, avec leurs 10 ans, sont les plus jeunes prisonniers de Caloocan. J'ai volé Qu'est-ce que tu as volé? de l'argent, Combien as-tu volé? 14 000 pesos. C'est un adulte qui m'a forcé à le faire. Il allait me frapper si je ne le faisais pas. Ici aussi, il y en a un qui me cogne quand je vais boire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il me frappe sur la tête. On m'a accusé d'avoir volé. Alan aurait dérobé des canettes de soda. Un vol qu'il a envoyé ici il y a plusieurs semaines et pour sans doute encore longtemps. Il ne sait pas en tous les cas ce qui va lui arriver. J'ai peur parce qu'il me frappe sur la tête. Pourquoi as-tu peur? Ils m'ont donné des coups, c'est trop fort. Les mineurs ne doivent pas fréquenter les adultes, c'est le règlement. Sauf que s'ils veulent se défouler un peu, il n'y a qu'un terrain de jeu, la cour des grands, le seul endroit pour sortir des 30 mètres carrés de leur cellule. Emilio, 15 ans, a encore 2 années de peine à effectuer. Il avait blessé un autre garçon d'un coup de couteau. Ce n'est pas un novice en matière de mauvais coups, mais ici, il a peur. Quand il y a une bagarre, les adultes se battent avec des chaises. Il y a des blessés. Ils se cognent sur la tête. Souvent, il y a des batailles générales. Entre adultes, la violence est incroyable. Alors, à la première alerte, nous, on se réfugie dans notre cellule. On la ferme à clé pour éviter d'être mêlés à la bagarre et d'être blessés. Les gardiens de Caloocan sont armés, même ceux qui sont au contact des prisonniers, ce qui est dangereux et tout à fait inhabituel dans les prisons. Mais ici, tout est surprenant. Nous avons des armes, c'est normal pour nous protéger, en cas d'urgence, lorsqu'il y a des bagarres. Oui, il y a beaucoup d'enfants ici, et c'est normal qu'ils se fassent taper par les plus grands. Bien sûr, s'ils se plaignent, on intervient. Mais il faut qu'ils nous le disent pour qu'on puisse faire quelque chose. Effectivement, on a du mal à imaginer un petit se plaignant auprès d'un gardien. Il faudrait ne pas craindre les représailles. Pourquoi tu pleures? Parce que je veux sortir d'ici. Comment vois-tu ton avenir? Rien, je ne pense à rien. Je n'ai pas de projet pour après. Dans cette prison, les enfants apprennent le silence. Pas un mot sur les violences qu'ils supportent, quelles qu'elles soient. D'après Maître Malunga, ils subissent souvent le pire. La sodomie et d'autres attaques sexuelles des enfants se produisent souvent en prison. Il y a des violeurs chez les adultes emprisonnés. Et les mineurs sont très vulnérables aux assauts des délinquants sexuels. J'ai été confronté à plusieurs cas. Cela se produit très souvent en prison. Dans la cellule des mineurs, ce n'est pas mieux que chez les adultes. Il ne faut pas être faible. Lorsque vient le moment de manger, ce sont les plus grands et les plus forts qui imposent leurs lois. Erwin finira par manger, mais après les autres. De toute façon, la loi du plus fort, ses enfants connaissent. La plupart, lorsqu'ils étaient dehors, étaient complètement dehors, c'est-à-dire dans la rue. Ils y ont appris la violence et les manières d'avoir moins faim, moins mal et moins peur.
Les autorités sont incapables de fournir une estimation du nombre d'enfants des rues. Un seul chiffre donne une idée de ce que peuvent être les problèmes. Un tiers de la population des Philippines a moins de 11 ans. 25 millions de moins de 11 ans. Une de leurs préoccupations consiste à éviter de se faire ramasser par la police, pour justement éviter la prison. Ce petit groupe s'était aventuré dans le centre de Manille, à côté de la mairie. Lorsque l'un d'entre eux a vu 2 policiers, il a donné le signal de la retraite. Les enfants, bien endormis par les vapeurs de colle, n'étaient pas particulièrement agiles. Mais les forces de l'ordre n'avaient pas envie de faire du zèle. Vous avez vu? Ils se sont échappés. Les policiers de Manille ne s'époumonnent pas à courir pour attraper les enfants de la rue. De toute façon, les gamins ont trop vite fait de s'accrocher à un jeepney, les taxis collectifs, et de disparaître dans la ville. Nous les avons retrouvés un peu plus tard à côté du casino. Le plus vieux a 15 ans et il s'appelle Pablo. Il n'est jamais allé en prison, mais il a déjà eu affaire à la police. Oui, nous avons peur de la police. Une fois, les policiers nous ont attrapés à côté de la mairie. Ils nous ont tabassés, puis ils nous ont pendus par les bras, comme ça. Ici, on fait la manche. J'ai des problèmes. Quel problème? Mon problème, c'est ma famille. Qu'est-ce qu'elle a, ta famille? Je n'ai plus de famille. La peur de la police, on peut la comprendre dans les commissariats. Voici celui d'un quartier qui s'appelle Ermita. Ici, il y a une cellule où l'on entasse les vagabonds et les voleurs ramassés au cours de la nuit. Ici, il y a pêle-mêle des adultes, des délinquants, des gosses. Ils nous demandent des cigarettes, d'autres réclament de l'argent pour manger. Car ceux qui n'ont pas de quoi payer ne mangeront pas pendant toute leur garde à vue. Et puis pour sortir, ils devront payer une amende de 230 pesos, environ 5 €. Sinon, ils seront expédiés dans une des prisons de la ville. 5 €, le prix de la liberté. À l'autre bout de Manille, Quezon City, l'une des 5 villes qui composent l'agglomération. Quezon City est sa prison pour enfants. Mickey vient d'être expédié par un commissariat de la ville, qui l'accuse de crime et de vol. Mickey a 15 ans. On m'a accusé de vol et d'homicide. Il y a des voleurs qui sont entrés dans un magasin. Ils ont fait un hold-up. Il y a eu un meurtre et on m'a accusé. C'est la première fois que je viens en prison. Tu as peur? Oui, j'ai peur. L'un des gardiens remarque qu'il porte un tatouage. Ce tatouage, c'est Sputnik, le nom d'un gang de la ville. Ceux qui font partie de ce gang portent tous ce tatouage. Mais dans la ville de Quezon City, porter un tatouage est interdit. C'est un délit. Ce tatouage me permet d'être accepté par la bande, d'avoir des amis. Ici, il ne risque pas d'être tout seul. Aujourd'hui, il y a dans la prison 168 garçons et 11 filles. Les filles sont à part. Pour les garçons, il y a 2 cellules de 35 mètres carrés. Ils sont 80 par cellule. Il y a 8 autres garçons qui ne sont pas dans les cellules normales, mais au mitard. Cette cage où ils tentent de se donner un peu d'air. Ceux qui sont punis peuvent y rester plusieurs jours. Lui, il est au purgatoire parce qu'il a frappé des plus petits. Mais il va être libéré tout à l'heure. Ce qui semble le plus dur à supporter dans cet endroit, c'est l'odeur. Vous urinez ici? Oui, après on le jette par derrière. Vous avez un récipient? Oui, on a un verre.
Ceux qui sont au mitard ne sortent pas pendant toute la durée de leur peine. Ils ne peuvent qu'envier les autres, qui ont le droit chaque matin à quelques exercices physiques devant leur cellule. Les exercices se font en comptant en anglais. C'est la langue officielle du pays, mais aucun de ces jeunes ne la parle. Une langue obligatoire que personne ne comprend. Et des prières obligatoires avant chaque repas. Il s'agit sans doute de la réhabilitation dont parlait le directeur de l'administration pénitentiaire. Beaucoup de ces adolescents ne semblent pas avoir commis des délits gravissimes. Rafi a 17 ans. Cela fait 40 jours qu'il est là. Ce n'est pas un saint, mais rien ne permet de dire qu'il a fait du mal à quelqu'un. J'étais allé à l'anniversaire d'un copain et je rentrais chez moi. Il y a quelqu'un qui a donné un coup à un de mes copains et on s'est battu. J'ai lancé des pierres vers les autres pour nous défendre. Rafi et ses copains ont été arrêtés. Tous ont été libérés, sauf Rafi. Lui n'a pas pu payer l'amende réclamée par la police. Pour sortir de là, il compte maintenant sur Maître Malunga. C'est l'un des rares avocats du pays qui aide les mineurs à sortir de prison. Bien, Rafi, je vais parler avec toi. Viens t'asseoir. J'ai lu ton histoire et je vois que la faute que l'on te reproche, c'est de porter le tatouage d'un gang. Ce procès que l'on te fait, c'est simplement à cause de ton tatouage. Alors, montre-le-moi. En fait, Rafi est incarcéré à cause de son tatouage, mais aussi pour vagabondage. Bien, je vais parler de cette affaire au juge et j'espère que tu seras libre lundi. Ensuite, Rafi, il n'y aura plus de gang, plus de mafia. Tu retourneras à l'école. C'est à toi de décider. Dis-moi ce que tu feras. J'ai promis, monsieur, quand je sortirai, j'essaierai de changer ma vie, d'aller à l'école et d'écouter mes parents. Et rien d'autre? Quand je serai libéré, je n'irai plus traîner avec mes copains de la rue. Je vous promets que je vais changer de vie. Allez, à lundi. Et vous aussi, faites attention. C'est une nouvelle vie qui peut commencer pour vous. On oublie l'ancienne et on commence une autre, une nouvelle. Maître Malunga est là pour vous aider. Vous êtes nombreux ici, plus de 200, et je ne reçois pas d'argent pour vous défendre. On est trop nombreux, il n'y a pas assez de place. On va parler de tout cela. Et je vais étudier votre cas à chacun. Mais si jamais je fais quelque chose pour tout le monde, pour vous tous, qu'est-ce que vous me promettez? Quoi? On promet qu'on va finir nos études pour changer de vie. C'est sûr? Promis. Bravo! C'est révoltant. Ces enfants doivent rester en prison uniquement parce qu'ils faisaient du bruit dans la rue. Nous avons une loi stupide qui devrait être changée. Mais il n'y a pas que des innocents, il y en a qui appartiennent à des gangs. Certains sont dans des gangs. Dans cette prison pour mineurs, il y a des gangs, des mafias criminelles. C'est terrible. Certains de ceux qui ont été ramassés dans la rue vont être contaminés par les gangs ici, dans le centre de détention. Ce sont encore des adolescents, mais certains sont des méchants. Ils risquent d'être condamnés à de lourdes peines. Les statistiques disent que chaque mois, une bonne quinzaine de délinquants très violents passent par ce centre. Sur le tableau, à l'entrée, les 4 premières colonnes recensent les auteurs de viols, de meurtres, d'homicides ou d'agressions physiques. Et ceux des gosses qui n'ont pas fait grand mal, à l'exemple de Rafi, sont mis au contact de ces durs pendant tout le temps qu'ils vont séjourner ici. Je pleure parce que je pense à mes parents. Mes parents ont cherché de l'argent pour me sortir de là. Ils sont fâchés contre moi. Pourquoi t'en veulent-ils? Ils sont en colère parce qu'avant que je me fasse arrêter, ils m'avaient demandé de rentrer à la maison, de ne plus traîner dans la rue. Et je ne les avais pas écoutés. C'est dans un bidonville de Quezon City que Rafi est né.
et qu'il vit depuis 17 ans. Sa mère s'appelle Baby, elle a 34 ans et elle vit de petits boulots dans la rue qui lui rapportent une misère. Elle s'en veut de ne pas avoir pu réunir l'argent pour payer l'amende et éviter ainsi la prison à son fils. Quand il a été au poste de police, ils l'ont battu. Ce n'est pas un délinquant, mon fils. Il est sage. Il est vendeur de légumes dans un supermarché. Il rentrait tôt à la maison pour se lever de bonne heure le lendemain. En fait, c'est un de ses copains qui l'a entraîné. Il l'a emmené dans un gang qui s'appelle Commando. Dans ces bidonvilles où les enfants n'ont rien à faire et aucun espace pour exister, la tentation, c'est la rue et les bandes. Ici, on les appelle les gangs parce qu'elles sont très violentes. Pour Rafi, c'était comme pour les autres. J'habite ici et elle vit avec moi et mon fils, quand il n'était pas encore en prison. En plus de sa copine, Baby héberge également un homme. Moi, je dors ici avec mon copain et Rafi dormait par terre. Cette nuit aussi, Rafi a dormi par terre, mais à la prison. Il est presque 5 heures du matin, il fait 30 degrés. À gauche, l'une des cellules des garçons. À droite, celle des filles. Les garçons profitent plus du ventilateur que les filles. Pourtant, chez eux, il fait plus chaud. Autour du mitard, un employé tente d'évacuer les traces d'urine. Le réveil, c'est à 5 heures. Pour Rafi, c'était le 43e réveil dans cette cellule, son 43e jour en prison. Mais cette journée sera importante. Il va être présenté au juge qui va décider de son sort. Sa mère, Baby, veut être là pour connaître la décision et pour le soutenir. Je suis contente. J'espère que mon fils va sortir aujourd'hui. C'est pour mon fils. Ce sont des vêtements pour lui. Je serai heureuse qu'il sorte, parce qu'ils sont trop nombreux dans cette prison. Ils n'ont pas assez de place pour dormir. Les prisonniers doivent se rendre à pied au palais de justice. Ils ont juste une rue à traverser, suffisamment pour qu'on leur passe des menottes. Aujourd'hui, ils seront 8 à être présentés au juge. Rafi a aperçu sa mère et il a eu le temps d'enfiler les vêtements propres qu'elle lui avait apportés. Mais lorsqu'il passe devant elle, il ne la regarde pas, comme s'il n'était pas fier. Avant l'audience, Maître Malunga, l'avocat, paraît optimiste. Comment ça va, Rafi? Comme je te l'ai dit l'autre jour, je vais demander au juge d'annuler toutes les charges contre toi. Tu as déjà passé trop de jours en prison. Devant le juge, Rafi est avec ses copains qui étaient là la nuit des faits, mais qui ont payé l'amende et échappé à la prison. Ils sont accusés de vagabondage sur la voie publique. Ils sont tous mineurs et ne comprennent rien à leur procès. Au tribunal, tout se déroule en anglais. Heureusement pour Rafi, son avocat connaît lui les subtilités de la justice philippine. Le juge a fait comprendre que s'il plaide coupable, il sera condamné à 15 jours de prison, donc libéré, car il en a déjà fait 43. L'audience est expédiée en un quart d'heure.
C'est gagné. Il va être libéré aujourd'hui et il sera remis à sa famille. Je suis très heureuse. J'ai l'impression que mon fils en a fini avec ses problèmes et avec la prison. Presque fini. Car Rafi doit retourner quelques heures en prison, le temps que l'ordonnance du jugement soit rédigée. Ensuite, il retournera dans son bidonville, à moins que sa mère réussisse à le convaincre de partir vivre chez ses grands-parents. À la campagne, il n'y a pas de gang.